Bonjour à tous, mon nom c'est Margot, je suis infirmière de la formation initiale et aussi étudiante à la maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal. Pour clore mon programme de maîtrise, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein du Réseau d'action pour la santé durable du Québec, le RASDQ. L'objectif général de ce stage était de promouvoir la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans les établissements de santé au Québec, plus particulièrement dans les milieux de soins néonataux. Le but de ce webinaire, c'est donc de vous sensibiliser à ce sujet pour ensuite promouvoir la réduction de cette exposition. Je vous remercie de m'accorder votre attention et je suis impatiente de partager cette présentation avec vous. Au cours de cette présentation, on va explorer ensemble les différents aspects de l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans les milieux de soins en abordant des thèmes clés tels que la mise au point sur les connaissances et pratiques actuelles, le cadre conceptuel qui guide notre compréhension, les recommandations découlant des observations et ensuite une conclusion qui récapitulera les éléments abordés durant la présentation. Commençons par l'introduction. Nous allons revenir plusieurs fois à ce sondage durant la présentation. Celui-ci a été effectué auprès du personnel soignant exerçant l'unité de néonatologie de l'hôpital Sainte-Mary du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal ainsi qu'à un membre de l'approvisionnement. Le but de ce sondage était d'évaluer le niveau de connaissance actuel sur le sujet. Donc, pour commencer, mais qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? Avec cette question, il a été relevé que 54% des répondants ont affirmé savoir ce que c'est un perturbateur endocrinien, mais après validation, seulement 46% avaient une compréhension exacte de ce que c'est. Donc, on peut affirmer qu'à peu près 50% des répondants ont une certaine base sur ce que sont les perturbateurs endocriniens. Cette présentation a donc pour but d'augmenter le niveau de connaissance actuel du personnel ainsi que de sensibiliser à cette problématique. Ainsi, en étant mieux informés et sensibilisés, ensemble, on peut apporter des changements à notre pratique. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de clarifier ce qu'est un perturbateur endocrinien. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un perturbateur endocrinien, ça se réfère à une substance ou à un mélange qui perturbe les fonctions du système endocrinien, entraînant ainsi des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein des sous-populations. Cette définition souligne clairement que les perturbateurs endocriniens ne se limitent pas à causer des effets sur la santé de l'individu exposé, mais qu'ils sont également reconnus pour induire des perturbations sur les générations suivantes. Ainsi, ils représentent une menace potentiellement étendue, impactant non seulement le présent, mais également l'avenir de la santé des populations exposées. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens ailleurs qu'à l'hôpital. En effet, c'est une problématique qui commence à intéresser de plus en plus la population générale car l'exposition se fait aussi au quotidien. L'exposition se produit entre autres par l'utilisation de produits de soins personnels et de produits ménagers, par la contamination de l'environnement provenant de l'activité industrielle et de l'agriculture, ainsi que par des aliments et de l'eau contaminée. Le rôle du milieu médical en tant que source d'exposition est souvent moins connu, d'où la pertinence de cette présentation. Il y a un éventail de substances chimiques qui peuvent agir en tant que perturbateurs endocriniens. Parmi les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans les milieux de soins, il y a les phtalates qui sont utilisés pour augmenter la flexibilité des plastiques, les BPA à l'inverse pour durcir les plastiques, ensuite les PFAS pour leurs propriétés de résistance chimique et thermique, de lubrification et de biocompatibilité, et finalement le triclosan et les parabènes pour leurs propriétés antimicrobiennes. Il est à noter que les plastiques sont polyvalents, rentables, nécessitent moins d'énergie pour être produits que d'autres matériaux comme le métal ou le verre et peuvent être fabriqués pour avoir de nombreuses propriétés différentes. En raison de ces caractéristiques, les produits en plastique sont utilisés dans diverses applications de la santé, telles que les seringues jetables, les poches intraveineuses, les emballages stériles pour instruments médicaux et les tubes et tubulures. Les composants en plastique sont donc des matériaux idéaux pour les dispositifs jetables à usage unique qui représentent actuellement 85% des équipements médicaux. Donc, quels sont les perturbateurs endocriniens d'intérêt? Le bisphénol A et le DHP figurent parmi les substances chimiques les plus utilisées dans les équipements médicaux en plastique. Par ailleurs, plusieurs études ont démontré une association positive entre le BPA et les phtalates, tels que le DHP, suggérant que les sources d'exposition pourraient être communes. Ainsi, en revenant au sondage mentionné précédemment, 43% des répondants indiquaient que les produits médicaux utilisés en néonatologie contenaient des perturbateurs endocriniens, tandis que 57% affirmaient qu'ils n'en contenaient pas. Alors, où est-ce qu'on retrouve du BPA et des phtalates sur une unité de néonatologie? On peut retrouver des phtalates dans les tubulures à soluté, les cathéters à succion, les systèmes d'hyperinflation et les tubes endotrachéaux. On peut également retrouver des niveaux résiduels de BPA dans les tubulures pour transfusion sanguine et du DHP dans les sacs à soluté ainsi que les produits sanguins. De plus en plus de compagnies essaient de développer des alternatives au DHP dans les équipements médicaux. Par exemple, la compagnie Brown a développé des sacs à soluté qui sont sans DHP ni PVC. Par contre, avant d'assumer que ces changements ou alternatives sont moins nocifs, eh bien, une transparence quant aux produits chimiques utilisés dans la fabrication est nécessaire, car les produits alternatifs pourraient être eux aussi composer un risque pour la santé. Maintenant, sachant dans quels produits médicaux se trouvent le DHP et le BPA, penchons-nous sur le matériel qui n'en contient pas. Parmi ces produits, on y retrouve les biberons pour le lait maternel, les sacs de collecte d'urine pédiatrique, le néopuff, ainsi que le sac d'isolement destiné à conserver la température des nouveau-nés.
Comment, en tant que professionnel de la santé, on peut identifier le matériel en contenant et celui n'en contenant pas? Il y a deux moyens qui s'offrent à nous. La méthode la plus facile, c'est de regarder sur l'emballage du produit médical s'il y a ces indications. Par exemple, la première image montre que le produit contient des phtalates, plus précisément du DHP. La deuxième montre qu'il ne contient pas de phtalates et la troisième montre qu'il contient des phtalates, plus précisément du DINP. Ça peut même être indiqué textuellement sur l'emballage. Par exemple, il pourrait être écrit « Ce produit contient du DHP ». Il est important de retenir que cette méthode ne permet pas de déterminer à coup sûr que le produit contient ou non des perturbateurs endocriniens, car actuellement, il n'y a pas de règlement ou de loi au Québec et même au Canada qui oblige les fournisseurs à mettre ces indications sur les emballages, et un produit contenant des phtalates pourrait ne pas être identifié ainsi. La deuxième méthode, qui peut se montrer plus lente, est de demander aux fournisseurs si les produits contiennent ou non des perturbateurs endocriniens ou en leur demandant les fiches techniques des produits. J'ai fait l'essai en contactant les fournisseurs de nombreux produits fournis à l'unité de néonatologie et après avoir utilisé ces deux méthodes, il restait tout de même 52% des produits où il y avait une incertitude quant à la présence de DHP ou de BPA. Pourquoi s'intéresser à cette problématique? L'évolution de cette problématique est préoccupante car on observe une augmentation de l'incidence de certaines pathologies potentiellement reliées à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. En effet, ceci est soutenu par des études réalisées sur des animaux qui montrent des associations entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et les effets néfastes sur la santé, et par le fait que l'incidence et la prévalence accrue de plusieurs troubles endocriniens ne peuvent pas être expliqués seulement par les facteurs génétiques. Un autre aspect d'intérêt face à cette problématique est que l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans les milieux de soins néonataux est fortement influencée par les inégalités marquées en matière de santé périnatale qui découlent de divers facteurs socio-économiques. Les facteurs socio-économiques jouent un rôle crucial dans la détermination de la santé périnatale. La précarité maternelle est un facteur de risque majeur associé à une augmentation de la morbidité et de la mortalité périnatale. Ces disparités ne se limitent pas seulement aux pays en développement, car elles sont également présentes dans les pays industrialisés. Dans ces pays, il est clairement établi que les populations les plus défavorisées sont celles qui encourent le plus grand risque périnatal et qui, par conséquent, sont plus exposées aux perturbateurs endocriniens en raison de l'hospitalisation fréquente de leurs nouveau-nés. Les femmes vivant dans des conditions défavorisées présentent une prévalence plus élevée de naissances à faible poids. Cette vulnérabilité s'explique en partie par des facteurs intermédiaires tels que l'alimentation insuffisante, une incidence accrue d'infections, des complications de la grossesse et des conditions de travail précaires. Ainsi, les inégalités marquées de la santé influencent directement les risques d'exposition aux perturbateurs endocriniens lors de l'hospitalisation des nouveau-nés en soins néonataux. Cette inégalité marquée doit donc être prise en compte pour garantir des soins équitables et de qualité pour tous les nouveau-nés. Maintenant, quels sont les impacts économiques de cette exposition aux perturbateurs endocriniens? Pour débuter, il est à noter que les impacts économiques proviennent de la charge de la morbidité associée à l'exposition. Les données de biosurveillance des perturbateurs endocriniens obtenues par l'enquête canadienne sur les mesures de la santé a permis à des chercheurs de les appliquer à 15 relations exposition-réponse. Ces estimations de population et de coûts étaient basées sur la population générale canadienne de 2010. Il a été soulevé que l'exposition aux perturbateurs endocriniens au Canada était associée à un coût de 24,6 milliards de dollars canadiens annuellement, représentant ainsi 1,25 du produit intérieur brut annuel du Canada. L'impact économique de l'exposition en milieu de soins n'est pas quelque chose qui a été étudié encore, fort probablement par le fait que l'exposition à ces substances chimiques est tellement multifactorielle, soit partout dans notre environnement, que le lien entre cette exposition et les coûts associés est très difficile à faire. Cependant, en réduisant ou en éliminant l'exposition en milieu de soins, nous pouvons assumer que cet impact économique pourrait être réduit. Donc voici le tableau qui résume les coûts associés à différentes expositions de perturbateurs endocriniens et les effets sur la santé associés. Pour ce qui est de la mortalité, des études longitudinales réalisées auprès de populations exposées à des perturbateurs endocriniens au quotidien ont mis en évidence une association significative entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et toutes les causes de mortalité cardiovasculaire. Ça m'amène maintenant à vous parler un peu de la santé planétaire. Donc en changeant les pratiques actuelles, c'est aussi favoriser la santé planétaire. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce concept, en termes simples, la santé planétaire, c'est la santé de la civilisation humaine et de l'état des systèmes naturels dont elle dépend. Donc, en voulant réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans les milieux de soins, on veut favoriser la santé planétaire en favorisant l'atteinte du niveau de santé, de bien-être et d'équité le plus élevé possible. Faisons maintenant une mise au point sur les connaissances et pratiques actuelles. Les perturbateurs endocriniens peuvent agir de différentes manières sur le corps humain. Lorsqu'ils sont absorbés dans l'organisme, ils peuvent diminuer ou augmenter le taux hormonaux normaux, imiter les hormones naturelles de l'organisme et même modifier la production naturelle d'hormones. Vous retrouverez à gauche une image représentant les différents organes pouvant être affectés par l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Sans directives et règlements entourant leur utilisation dans les équipements médicaux, les perturbateurs endocriniens peuvent se retrouver dans une variété de produits tels que présentés plus tôt.
Ainsi, différents perturbateurs endocriniens entrent par diverses voies dans le corps des nouveau-nés exposés et sont susceptibles de causer une variété d'effets néfastes sur la santé. Donc, on peut voir la voie cutanée, la voie digestive, la voie respiratoire et même la voie intraveineuse qui est propre au milieu médical. Il est à noter également que les perturbateurs endocriniens sont souvent lipophiles, c'est-à-dire qu'ils ont une affinité pour les graisses. Par conséquent, par exemple, lors de l'administration de produits contenant des lipides tels que la nutrition parentérale, le propofol utilisé en anesthésie ou les produits sanguins, le relargage des perturbateurs endocriniens dans ces solutions peut augmenter. Ces substances chimiques peuvent alors avoir une tendance à s'accumuler dans les tissus adipeux de l'organisme. Donc, passons maintenant aux effets sur la santé reliés à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, si on revient au sondage qui a été présenté initialement, il y avait près de la moitié des répondants qui étaient informés de ce que c'était un perturbateur endocrinien, mais il y avait seulement 18% qui étaient conscients des risques associés à l'exposition à ces perturbateurs. Alors, quels sont les effets sur la santé de ces composés chimiques? Les liens de cause à effet entre l'exposition à certaines substances et l'apparition de maladies sont confirmés par des études sur des animaux et correspondent aux observations épidémiologiques chez les humains. Cependant, il faut être prudent car les variations dans la manière dont les études sur les animaux sont menées peuvent rendre difficile la formulation de conclusions générales. Il est donc important de rester attentif et prudent lorsqu'on tente de tirer des conclusions sur la relation de cause à effet chez les humains. Les effets attendus sont multiples. On y retrouve entre autres les anomalies de la reproduction, certains cancers, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et les troubles du comportement. Discutons maintenant des pratiques influençant la libération des perturbateurs endocriniens dans les produits médicaux. La température, la durée de conservation et d'utilisation, l'agitation mécanique ainsi que le type de solution en contact avec les produits médicaux ont tous une influence sur cette libération. Par exemple, selon une étude expérimentale réalisée au Royaume-Uni, le DEHP contenu dans les sacs et tubulures en PVC se libère plus facilement dans les solutions lipidiques à des températures plus élevées et peut également se libérer dans des solutions salines, donc du NaCl par exemple, sous un flux dynamique lorsque la température environnementale dépasse les 32 degrés Celsius. Également, des analyses ont montré que le DHP contenu dans les tubes endotrachéaux utilisés auprès des nouveau-nés commençait à se libérer immédiatement dans les premiers 24 heures suivant l'intubation. Ainsi, les interventions que font les personnels soignants ainsi que le type de produit ou matériel utilisé influencent directement le niveau de risque associé à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, pourquoi se concentrer sur la protection des nouveau-nés? Eh bien, ceux-ci sont particulièrement vulnérables à l'exposition de ces substances chimiques. Cette vulnérabilité marquée est due au fait que leur cerveau et autres organes vitaux sont en plein développement. Alors, toute perturbation de leur développement pendant cette période peut entraîner des impacts négatifs sur la santé future. Ce qui est particulièrement inquiétant avec les perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils entraînent des effets sur la santé même à de très très faibles doses. Également, un mélange de substances ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes peut entraîner un effet cocktail avec des possibilités d'effets synergiques et ou antagonistes qui peuvent être différés dans le temps. Ainsi, le danger relié à cette exposition est que les études des effets reliés aux perturbateurs endocriniens sont faites de façon individuelle. Par exemple, on sait que l'exposition au DEHP est reliée à certains cancers, mais qu'en est-il de l'exposition concomitante du DEHP avec le BPA ou les parabènes? Ainsi, les effets peuvent être imprévisibles si les expositions sont multiples. Maintenant, ça m'amène à vous parler de l'importance de garder un regard critique sur les différents retraits de perturbateurs endocriniens dans les équipements médicaux. En effet, le BPA peut parfois être substitué par du BPF ou du BPS, qui sont d'autres sortes de bisphénol, afin de conserver la même propriété associée à l'utilisation du BPA. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de BPA ou qu'il n'y a pas d'autres bisphénols, et donc d'autres perturbateurs endocriniens. Ainsi, par exemple, un centre de soins pourrait songer à substituer des sacs de soluté faits à base de PVC contenant du DHP pour d'autres n'en contenant pas, mais il faut tout de même rester vigilant à la possibilité que le DHP ait été remplacé par un autre perturbateur endocrinien. Donc, quels sont les règlements ou les lois qui protègent les tout-petits de l'exposition aux perturbateurs endocriniens en milieu hospitalier? Au Québec, la seule loi qui protège les nouveau-nés et les enfants des perturbateurs endocriniens dans les milieux de soins est la loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui interdit la fabrication, l'importation, la publicité et la vente de biberons contenant du BPA. Il y a alors dans le matériel médical utilisé en neonatologie seulement les biberons qui sont soumis à une loi face à l'exposition à un perturbateur endocrinien. Il existe donc des lacunes importantes en matière de réglementation concernant les perturbateurs endocriniens dans les produits médicaux. Ça peut entraîner un grand nombre d'incertitudes quant à la sécurité de ces produits utilisés auprès des nouveau-nés. Il est aussi à se questionner si le BPA dans les biberons n'a pas été remplacé par d'autres composés ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes. De plus, le risque avec les biberons en plastique, c'est ce qu'il contient, c'est du lait maternel, donc un fluide riche en lipides. Alors, nous savons que les perturbateurs endocriniens sont souvent lipophiles et vont se libérer davantage dans un milieu riche en lipides. Ainsi, si le BPA a été remplacé par un autre perturbateur endocrinien, eh bien, nous ne sommes pas plus avancés en termes de réduction de l'exposition. Alors, l'utilisation de biberons en verre, que ce soit pour le lait maternisé ou le lait maternel, pourrait être une option dans le cas de cette exposition.
Je vais vous présenter ici mon cadre conceptuel qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la relation entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens, les facteurs d'influence, les impacts sur la santé et les moyens de réduire cette exposition. Donc ici, on peut voir qu'en intervenant directement à la source par des interventions de réduction de l'exposition telles que par la gestion et prévention, ainsi que par la sensibilisation et la communication, nous pouvons réduire ou éliminer cette exposition afin d'éviter les effets délétères sur la santé. Donc, quelles sont les recommandations ayant pour but de réduire cette exposition? Eh bien, laissez-moi vous les présenter. Donc, les interventions qui vont être proposées visent à intervenir à différents niveaux. Donc, à l'échelle plus micro, qui est au niveau des professionnels de la santé, à l'échelle méso, qui est à l'échelle organisationnelle, et à l'échelle macro, qui est plutôt à l'échelle gouvernementale. Donc, au niveau des recommandations à l'échelle des professionnels de la santé, on peut, en premier lieu, éviter d'utiliser des méthodes qui favorisent la libération de perturbateurs endocriniens dans les produits médicaux, par exemple chauffer les sacs de soluté, entreposer le matériel médical sur de longues périodes de temps et mettre en contact des solutions lipophiles avec du matériel identifié comme ayant des perturbateurs endocriniens. On peut également limiter le plus possible l'utilisation de produits médicaux qui contiennent des perturbateurs endocriniens. On peut faire le lien avec l'initiative Choisir avec soin. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette initiative émet des recommandations qui traitent sur les examens et traitements couramment utilisés dans la pratique médicale, mais qui ne sont pas appuyés par des preuves et qui pourraient exposer les patients à des risques et préjudices. Vous pouvez également parler de cette exposition préoccupante aux autres professionnels autour de vous ainsi qu'à vos supérieurs. Également, vous pouvez vous impliquer dans le comité de développement durable de votre CIS ou CIUS et être un acteur de changement. Vous pouvez rester à l'affût de formations qui portent sur les perturbateurs endocriniens et également se questionner sur l'exposition qui se fait également dans notre vie personnelle, par exemple dans les produits cosmétiques, d'entretien ménager, etc. Donc, passons maintenant aux recommandations à l'échelle organisationnelle. On peut mettre en œuvre des politiques organisationnelles visant à arrêter l'utilisation de produits contenant des perturbateurs endocriniens, collaborer avec les fournisseurs pour identifier des produits de remplacement moins nocifs, encourager les fournisseurs à fournir des recommandations détaillées sur la composition des produits ou même rendre obligatoire l'accès à l'information sur la composition des produits dans les contrats d'approvisionnement. Également impliquer les parties prenantes dans la sensibilisation à son sujet. Par exemple, présenter cette problématique au CAG, qui est le Centre d'acquisition gouvernementale. Ça pourrait permettre d'avoir des changements au niveau de l'approvisionnement du matériel médical, donc à une échelle plus grande qu'un CIS ou CIUS. En mettant en œuvre ces recommandations, un centre de soins de santé peut contribuer significativement à réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens, créant ainsi un environnement plus sûr pour les patients. Nous pouvons tirer des leçons et inspirations de réussite antérieures dans d'autres établissements de santé qui ont déjà entrepris des initiatives similaires de réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ces interventions ne sont pas simplement des idées théoriques, mais des actions nécessaires qui ont déjà été mises ailleurs. Cette base d'expérience préalable peut guider notre approche et renforcer la faisabilité de mettre en œuvre des mesures similaires, ici. Par exemple, en 2011, à l'hôpital universitaire de Karolinska en Suède, un projet de collaboration entre l'industrie et le milieu de la santé a été mis en place afin de créer des poches de sang sans PVC. Les résultats de ce projet ont montré qu'il était possible de substituer le PVC par un autre matériel plus sûr sans altérer la fonction du sac. Également, en juin 2016, l'hôpital privé nord-parisien de Sarcelles s'est engagé dans un projet d'un hôpital sans perturbateurs endocriniens. Un projet du genre vise pas seulement à l'élimination de ces substances chimiques dans les dispositifs médicaux, mais bien dans tout ce qui est utilisé au quotidien, allant des produits médicaux directement utilisés auprès des patients, mais aussi l'environnement des patients tels que les produits ménagers et les matériaux de construction. Finalement, quelles sont les recommandations à l'échelle gouvernementale? En premier lieu, il y a interdire via une loi l'utilisation de produits médicaux contenant des perturbateurs endocriniens, plus particulièrement sur les unités mère-enfant, de néonatologie et de pédiatrie, qui sont les populations les plus vulnérables. Ensuite, allouer des fonds pour la recherche sur les alternatives aux produits médicaux contenant des perturbateurs endocriniens afin de favoriser l'innovation dans le secteur de la santé. Ça implique également de faire de la recherche toxicologique en amont avant de faire la mise en marché de nouveaux produits médicaux. Ça veut dire de s'assurer que le matériel médical qui a été développé ne conduit pas de produits représentant un risque pour la santé. Ainsi, avec une intervention à la source même de l'exposition, on évite les conséquences qui en découlent. Également, favoriser la collaboration entre le ministère de la Santé, de l'Environnement et de d'autres secteurs pertinents pour élaborer des politiques cohérentes et intégrées pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et finalement, offrir des incitations financières aux établissements de santé qui adoptent des pratiques réduisant l'exposition aux perturbateurs endocriniens par le biais de programmes ou de subventions. Pour vous donner un exemple d'action à l'échelle gouvernementale, en 2012, la France a interdit via une loi l'utilisation de tubulures contenant du DHP dans les services de pédiatrie, néonatologie et de maternité. Cette intervention, applicable à partir de juillet 2015, a fait de la France le premier pays à interdire l'utilisation de tubes contenant du DHP dans les hôpitaux.
Également, en 2007, le règlement REACH a été adopté dans l'Union européenne avec pour objectif de sécuriser la fabrication et l'utilisation de substances chimiques dans l'industrie européenne. Il s'agit essentiellement de recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché européen. Ainsi, les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ne peuvent pas être présentes dans les équipements médicaux invasifs et ou destinés à administrer ou transporter des liquides biologiques, sauf s'il y a une raison justifiée. Donc, pour conclure, les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre environnement et dans les produits médicaux utilisés en néonatologie. Ils représentent un risque pour la santé à de très faibles doses, ont des impacts économiques significatifs et entraînent une augmentation de la mortalité. Également, il est très difficile actuellement de savoir si les produits utilisés en contiennent dû à l'absence de réglementation. J'espère que la présentation a permis d'augmenter le niveau de connaissance des professionnels de la santé et servira d'outil pour mettre en place des interventions dans le but de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans les milieux de soins. Je vous remercie pour votre écoute. Donc finalement, si vous voulez en savoir plus sur les perturbateurs endocriniens en général ou même dans les milieux de soins, il y a deux ressources qui peuvent s'avérer utiles. Donc la première, Healthcare Without Harm, c'est un site web qui a beaucoup de documentation sur le sujet de l'exposition en milieu de soins. Ça répertorie également des initiatives qui ont été faites ailleurs dans le monde. Sinon, le site web du CIAP, ça regroupe des chercheurs clés au Canada afin d'assister toutes les instances gouvernementales ainsi que l'industrie, les organisations à but non lucratif et la population canadienne à identifier, quantifier et à gérer les perturbateurs endocriniens. Puis sinon, je tiens à remercier nos différents partenaires qui ont aidé à mener à bien le projet, donc le personnel de l'unité de néonatologie de l'hôpital Sainte-Mary ainsi que le personnel de l'approvisionnement, le CIAP et Synergie Santé Environnement. Sans ces partenaires, le projet ne se serait pas aussi bien déroulé, donc je tiens à les remercier fortement. Merci beaucoup. Donc voici les différentes références utilisées dans le cadre de ce projet.